francebleu.fr. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h44. Merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique d'Emmanuel Vargon, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour. Pourquoi l'écologie en argument numéro 1 dans la campagne des européennes du parti présidentiel avec Nathalie Loiseau ? L'écologie, c'est très important. C'est très important pour La République En Marche depuis le début. Et c'est aussi très important pour la campagne européenne, pour Nathalie Loiseau, qui s'est beaucoup battue pour les sujets écologiques quand elle était ministre des Affaires européennes. Et puis pour le reste de la liste, je pense à Pascal Canfin, Pascal Durand, Catherine Chabot, qui est une navigatrice. Donc il y a beaucoup de gens qui portent la cause écologique dans cette campagne. Oui, ça permet aussi d'aller pêcher des voix éventuellement à gauche, un peu chez les écolos, qui sont plutôt bons dans les sondages actuellement. Je crois que ça permet d'abord de montrer qu'en fait, contrairement à ce que tout le monde pense, on a pas mal avancé en France sur les sujets écologiques. Je vous donne un exemple. Oui. On a eu les chiffres sur la réduction des gaz à effet de serre l'année dernière. Réduction de 2,5% en Europe. Donc on émet moins de CO2 en Europe l'année dernière. C'est une bonne nouvelle. La France est à moins 0,3%, 3,5% exactement. Donc en fait, ça marche. On agit, on fait des choses. Et l'ambition écologique, elle est bien au cœur du projet de société qu'on porte. Oui. C'est vrai, vous dites que la France est plutôt un bon élève, globalement, quand on regarde sur l'ensemble de la planète. Alors pourquoi beaucoup de mesures punitives et en tout cas, c'est la manière dont elles sont ressenties par beaucoup de Français ? Je crois qu'on a un peu évolué par rapport à ce sujet. On a eu cette discussion autour de la taxe carbone ou l'augmentation de la taxe carbone et ça nous a amené à changer. Donc on a écouté, on a entendu. On est plutôt maintenant en train de travailler sur des incitations et sur... Mais quelles incitations, par exemple ? Par exemple, pour les changements de voiture... On a mis pas mal d'argent. La prime à la conversion a été beaucoup augmentée. Et cette prime à la conversion, maintenant, elle coûte presque 1 milliard d'euros par an. On va avoir 400 000 changements de voiture cette année. Ça permet de sortir des vieux diesel ou des vieux modèles essence du marché. Donc ça, c'est purement de l'incitation. Sur la rénovation des bâtiments, sur le changement du chauffage, par exemple, on a mis en place une offre de changement de chaudière à 1 euro pour les ménages les plus modestes. Donc là, il n'y a pas d'obligation. Mais notre objectif, c'est de nous débarrasser de toutes les chaudières au fioul, il y a des isolation thermique avec l'isolation des combles, etc. Donc on est quand même beaucoup plus dans cette vision-là. Oui. Cela dit, ça n'empêche pas Yannick Jadot de dire oui, ce sont avant tout des mots, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de concrétisation. Par exemple, sur la montagne d'or en Guyane, puisque le chef de l'État l'a abordé en début de semaine, quel va être l'engagement ? Alors moi, je trouve ça formidable d'abord que M. Jadot dise que ce sont que des mots, parce que d'abord, j'aimerais savoir ce qu'il a vraiment fait, lui. Donc, quand le président ne s'exprime pas sur ce sujet, tout le monde dit « Ah, le président est méprisant, ça ne l'intéresse pas ». Il s'exprime sur le sujet avec des mots très forts sur la préservation de la biodiversité et on dit « c'est qu'un discours ». Il a dit des choses très précises. Sur Montagne d'Or, il a dit « Les conditions ne sont pas réunies. Le projet ne se fera pas s'il ne change pas fondamentalement ». Se fera pas si. Il a dit, je vais reprendre les mots exacts, les conditions ne sont pas réunies pour que ce projet se fasse. Ce projet est trop négatif sur la biodiversité en Guyane. C'est un mot très fort, c'est un message très clair. Ça veut dire qu'il est hors de question d'aller attaquer la biodiversité en Guyane. Pour l'instant, ce n'est pas abandonné quand même, quoi. Pour l'instant, le porteur de projet n'a même pas vraiment déposé de demande d'autorisation. Donc on n'en est même pas au moment où il va falloir que l'État réponde. Mais c'est un signal très fort au consortium pour dire si vous déposez un projet tel que vous l'imaginez, ça ne se fera juste pas. Et en fait, fondamentalement, aller exploiter à ciel ouvert au milieu de la forêt amazonienne une mine, on peut vraiment se demander si c'est pas le passé et s'il y a encore un avenir pour ce genre de projet. Moi, je ne le crois pas. Le principal opposant, c'est-à-dire le Rassemblement national, par la voix de Marine Le Pen, affirme que La République En Marche défend avant tout un projet économique qui est profondément anti-écologique, justement. Ça, c'est Marine Le Pen qui le dit. Vous favorisez le libre-échange, notamment dans ce projet aussi. D'abord, on peut vraiment se demander quel est l'intérêt sérieux du Rassemblement national pour l'Europe. C'est-à-dire, quand on voit que Jordan Bardella, en fait, a été mis en cause par l'OLAF, l'Office de lutte contre la fraude européen, à cause d'un emploi fictif européen, on se dit que quand même... sur 4 mois, alors qu'il était stagiaire à 1 200 euros par mois. Mais ça veut quand même dire que... C'est pas un peu petit de l'attaquer là-dessus ? C'était il y a quelques années. Oui, c'était il y a quelques années. Oui. Et alors, ça veut juste dire qu'il était payé étudiant sur les fonds européens pour faire autre chose. Donc, c'est pas franchement une marque de respect vis-à-vis de l'Europe. Peut-être qu'il était en train de se former sur l'Europe, non ?
Oui, mais alors une formation payée étudiant. sous forme d'emploi fictif, moi il me semble qu'il travaillait quand même. Hein. Il travaillait, des réseaux sociaux, mais pas pour les sujets européens. Oui. Mais plus largement, oui. non, la question qui est posée, qui est une question fondamentale, vous avez raison, parce que celle-là, elle est importante, c'est quel modèle économique on veut. On veut un modèle économique plus inclusif, plus social, plus écologique, et c'est pour ça qu'il faut changer l'Europe. C'est pour ça que la majorité est tellement investie dans le projet européen, parce que le modèle économique européen aujourd'hui, il faut le faire évoluer. Il faut le faire évoluer sur l'écologie, par exemple, la taxe carbone sur les produits importés, c'est simplement arrêter la concurrence déloyale où nous, on s'efforce de baisser les émissions carbone en Europe et on achète des produits importés qui sont produits dans des conditions désastreuses, par exemple l'utilisation du charbon dans d'autres parties du monde. Et ça, l'Europe pourrait réussir à l'imposer, quoi. Il faudra une volonté politique forte pour le faire. Et donc, plus la majorité des gens qui veulent ce type de mesure est importante, plus on a une chance d'y arriver. C'est vrai de la réforme de la politique agricole commune, une politique agricole qui finance mieux une agriculture responsable. Et c'est vrai aussi d'un changement fondamental de la politique de la concurrence. La Commission a refusé la fusion Siemens-Alstom il y a quelques mois. Et on a absolument besoin de changer ça. On a besoin de monter des champions européens qui sont capables de se battre dans l'économie mondiale. Donc ça, c'est des changements de fond. Oui, ça c'est vrai. Non, mais sur la taxe carbone, vous avez raison. Et sur la taxe peut-être intérieure, quand on voit qu'il y a des camions, des tonnes de camions qui traversent en fait la France, qui ne sont pas véritablement taxés, qui polluent puisqu'ils roulent au gazole, qu'est-ce qu'on peut faire là ? Qu'est-ce que l'Europe et comment peser ? Mais ça aussi, je pense que c'est une question très importante. On a réussi à avancer sur les... Ça fait 20 ans que ça dure. Hein. On a réussi à avancer Même sur plus. le travail détaché, y compris sur le travail détaché, les conditions d'emploi des routiers pour avoir une meilleure harmonisation européenne. C'est probablement une des prochaines questions à mettre à l'ordre du jour de l'Europe. Comment est-ce qu'on fait pour faire payer par tout ce transit les coûts que ça génère sur les économies nationales, sur l'économie française et sur les autres économies. La pollution, oui, vous dites qu'on est un bon élève, mais alors je peux vous inviter dans certains villages qui sont traversés par ces poids lourds qui viennent du nord de l'Europe, qui vont dans le sud de l'Europe, et c'est assez incroyable quand même cette pollution. Et là, rien n'est fait. On a pris une position très forte en France, puisqu'on a dit qu'on voulait aller vers la fin des voitures thermiques, donc des voitures essence ou diesel, en 2040. Et ça fait partie du programme... c'est pas demain 2040. Il faut accompagner la filière parce que bien sûr, c'est un changement complet de production et d'utilisation des voitures pour aller vers de l'électrique et de l'hybride notamment. Mais 2040, ça laisse le temps de prévoir, d'accompagner, d'avoir la transformation industrielle. On a aussi lancé un projet d'un champion franco-allemand sur les batteries pour se réapproprier notre souveraineté sur les batteries électriques. Donc c'est tout ça qui se joue. Et quand vous parlez justement des voitures, ce qui est important de dire, parce que les automobilistes sont un peu inquiets en disant il n'y aura plus de voitures à essence ou diesel, moteur thermique, dans 20 ans, dans moins de 20 ans même maintenant. 20 ans. 20 ans, non mais c'est ça, 2040, mais ce qui veut dire qu'il faut anticiper en fait tout ça. Qu'est-ce qu'ils auront ? Parce qu'il n'y aura pas que de l'électrique. Vous allez favoriser quoi ? Il y aura de l'électrique, il y aura de l'hybride, peut-être de l'hydrogène. Il n'y aura pas 20 millions de voitures électriques en France. Mais l'électrique a fait des progrès considérables, passant d'une autonomie de 50, 60, 80 km à une autonomie qui est maintenant plus près de 300. Le coût complet d'une voiture électrique pour l'utilisateur, on estime que d'ici 2-3 ans, quand on va intégrer le coût d'achat, le coût de l'électricité, etc., de l'entretien, va commencer à se rapprocher vraiment d'une voiture thermique. Si on arrive à gagner encore en autonomie et qu'on mélange électrique, hybride et hydrogène, on peut imaginer une capacité à remplacer. Ce sera un mix, quoi. Oui, bien sûr, ce sera un mix. Oui, c'est ce qu'il faut dire. En attendant, les prix de l'essence flambent une nouvelle fois. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux automobilistes ? Là, les prix de l'essence sont complètement déconnectés d'une politique fiscale du gouvernement. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment le prix du pétrole à l'international qui bouge à la hausse et à la baisse. Les taxes augmentent en même temps. Hein. Non, les taxes ont été stabilisées. Les taxes ont été stabilisées. Pas le pourcentage, mais les recettes. Ça pose bien la question de dire on est trop dépendant de ces carburants. On est trop dépendant d'un modèle dans lequel c'est pas nous qui produisons les hydrocarbures, et donc à chaque fois qu'il y a une tension sur le plan international avec l'Iran, avec d'autres pays producteurs, mais si on va est tributaire. Vers les 2 euros, vous ne ferez rien au gouvernement ? Vous allez laisser ? On
on avait mis en place il y a quelques années, le gouvernement, ce que s'appelle la TIPP flottante, c'est-à-dire une taxe sur les carburants qui s'ajustait en fonction des prix. À part que c'est resté en place environ 1 an et qu'ensuite ça a été supprimé parce que c'est difficile à ajuster. On a toujours un décalage entre les prix internationaux, les prix à la pompe et l'ajustement des taxes. La question, c'est plutôt d'arriver à changer notre modèle et à permettre progressivement... On n'y est pas encore, et donc il faudra intervenir peut-être plus tôt, quoi, non ? Ça va rester une question, on va surveiller, mais c'est difficile d'avoir une réponse de pouvoir d'achat immédiate directement sur l'essence. Un dernier mot sur les européennes. Nathalie Loiseau va aller se recueillir au Panthéon auprès de Simone Veil ce soir. C'est de la récupération, ça, politique, non ? Elle porte ce qui s'appelle le pacte Simone Veil, ce qui fait partie du projet européen, qui est de dire un projet qui soit vraiment résolument pour le droit des femmes, pour que les droits des femmes rentrent dans les fondamentaux de l'Union européenne. Ça a été un combat de Simone Veil, qui est évidemment une grande européenne. Jean Veil fait partie de la liste. Vous savez que c'est le dernier de la liste, La République en marche. Et donc c'est plutôt un hommage rendu. C'est son fils, pardon, Jean Veil, c'est l'un des fils de Simone Veil. C'est un hommage rendu à son action. C'est aussi relier l'action de cette grande européenne à l'action que nous souhaitons poursuivre aujourd'hui. C'est pour donner un coup de booster en même temps à Nathalie Loiseau qui en a besoin ? C'est un hommage. Ouais, c'est un hommage, Simone Veil. Le mot de la fin, Emmanuel Vargon, avec Cécile de Ménibus. Sur les différents sujets de la pollution, il y en a une qui est totalement invisible, c'est la pollution numérique. Aujourd'hui, 7% de l'énergie dépensée en électricité dans le monde est due à la pollution numérique. Est-ce que, à quel moment on va inciter vraiment les acteurs du numérique à limiter cette pollution sur la durée des mails, des newsletters, sur les vidéos qui ne fonctionnent pas ? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on n'ait pas mis un coup de poing sur la table, justement ? Vous avez raison, c'est un sujet que le gouvernement a engagé avec les acteurs du numérique, mais on n'est pas encore arrivé à des actions concrètes. Il y a pas mal de solutions, notamment la réutilisation de la chaleur qui est produite par les serveurs, parce que les serveurs consomment beaucoup d'énergie et finalement produisent de la chaleur. Et il existe des techniques dans lesquelles on récupère cette chaleur vers des réseaux de chaleur et de chauffage. Et puis, plus de sobriété et de modération, ça veut aussi dire vider ses mails régulièrement et les supprimer. Vous le faites au ministère ? On le fait au ministère, mais... pas totalement systématiquement. Pour être honnête, je pense qu'on a aussi des progrès à faire là-dessus. Il y a du travail. En tout cas, vous avez raison, c'est un chantier important qu'il faut qu'on lance. Merci beaucoup. Et vous avez un invité surprise. Bonjour Emmanuel, c'est ton boss François de Rugy, le seul ministre qui met des jeans diesel et se parfume au kérosène. Tu as déclaré avoir recensé 390 espèces envahissantes en France, telles que le frelon asiatique, mais parmi les espèces envahissantes qui risquent de faire le plus de dégâts aux Européennes, c'est plutôt la guêpe marine ou le moustique Mélenchon ? Alors c'est un vrai sujet, les espèces envahissantes, donc je vais juste en dire un mot. Sont des espèces... Pour la perte de la biodiversité, il y a un rapport qui a été rendu très visible la semaine dernière. Il y a 5 causes principales de perte de biodiversité, et c'est la 5e. Ce sont des espèces qui sont arrivées dans les transports internationaux et qui détruisent tout sur leur passage. Donc en fait, c'est un vrai sujet et on veut vraiment y travailler. Voilà. Et pour Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Non, voilà. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Emmanuel Vargon. Oui, Emmanuel Vargon, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et bien sûr, et Dany Moreau qu'on retrouve autour de 8h20. Merci d'être avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio.